Effectivement, je suis médecin et je peux vous dire que la Terre, elle a pris 1 degré, elle a 38. Vous voyez ce qu'on a quand on a 38 ? On n'est pas bien, on couvre quelque chose. Mais la Terre, elle en est là aujourd'hui. Et quand on dit qu'il faut rester en dessous de 2 degrés, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir 39. C'est un parallèle physique. La quantité de chaleur qui a été accumulée par la Terre, notamment par les océans en peu de temps, effectivement, c'est ce qui est responsable de ce dérèglement. Nous sommes en train de changer le cycle de l'eau. Et donc, rien de tel, si vous voulez, que de revenir comme modèle à ce que nous apprend la nature. La nature, c'est un trépied qui fonctionne très très bien. Production primaire, c'est-à-dire le verre, les consommateurs et les recycleurs. La production primaire, c'est effectivement tout ce qui est vert, le pigment de chlorophylle qui capte le gaz carbonique de l'air pour en faire du glucose. La nature se nourrit du gaz carbonique qui est dans l'air sous l'action du soleil. Elle fait sa nourriture, du glucose, elle nous libère l'oxygène. Puis la deuxième trépied, il y a les consommateurs. Alors les consommateurs, ils sont, comme vous voyez, végétariens, ils sont carnivores. Il y a un truc dans la nature, si vous voulez, que toutes les espèces qui sont là, elles naissent avec le matos pour la vie. Quand je dis le matos, c'est les griffes, le bec, les plumes, le sens de l'orientation. Ils ont le matos pour la vie et ils n'en changeront jamais. Ce n'est pas comme nous. Donc ils ont une capacité d'adaptation qui est extrêmement limitée par rapport à notre impact qui est très puissant. Et les recycleurs, là, la nature est champion et c'est là qu'il faut limiter. Les recycleurs transforment la matière organique en matière minérale. Vous avez la production primaire, les consommateurs, ils meurent, finissent par mourir comme nous, et les recycleurs vont transformer cette matière organique du consommateur en matière minérale qui va revenir à alimenter la production primaire. Production primaire, consommateur, recycleur. Ça, c'est vraiment ce que l'on peut appeler l'économie circulaire de la nature, stabilité des besoins, stabilité des moyens, jusqu'à ce qu'arrive Superman. Nous sommes des mutants surdoués. On m'a fait remarquer que je n'ai pas mis de femme, je suis désolé, mais c'est pour illustrer le machisme au sens large de notre action sur la planète. Mutants surdoués d'une intelligence remarquable. Nous sommes extrêmement intelligents, et si notre intelligence appliquée était aussi grande que notre intelligence interhumaine, on serait dans le meilleur du monde. L'homme est une espèce surpuissante. En 1 siècle, on a pris le contrôle des espaces et des espèces. On tient tout. Donc, renouer avec l'écosystème Terre, essayons de reprendre, si vous voulez, comme canevas de réflexion, ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire, soyons efficaces, activistes, on a dit ? Activistes sur la production primaire, les consommateurs, les recycleurs. Soyons des consommateurs avertis. Tout ça, c'est l'illustration un peu, ce sont des points sur lesquels nous pouvons agir à l'échelle personnelle, à l'échelle industrielle, à l'échelle professionnelle. Il y en a que j'aime bien. Bon, le covoiturage, tout ça, on connaît les énergies renouvelables. J'aime bien une qui ne paye pas de mine, c'est l'isolation de l'habitat par l'extérieur. Il y a beaucoup de maisons partout en France qui ont été construites il y a longtemps, qui sont des passoires. Et donc, l'isolation de l'extérieur, je fais juste une parenthèse là-dessus, c'est quelque chose qui marche bien, à un coût qui est tout à fait raisonnable, qui peut se faire par 3 copains bricoleurs, et on gagne énormément. C'est un exemple, bien sûr, choisir des électroménagers, etc., les énergies renouvelables. Là, il faut insister. Soyez des recycleurs extrêmes. Quand je dis extrêmes, ça veut dire que ça, c'est le fondement de l'économie circulaire. Vous avez compris, production primaire, consommateur, recycleur. Soyons des recycleurs extrêmes. Donc, je fais pas mal d'interventions dans les grandes écoles avec des futurs ingénieurs. Être recycleur, ça ne veut pas dire recycler tout ce que l'on fait. C'est réfléchir en amont, choisir des matières premières, choisir des concepts qui vont permettre, si vous voulez, à la fin de la vie du produit, d'en refaire le produit original. C'est ça qui est intéressant. J'ai mis une illustration en bas à droite. L'aluminium est intéressant pour ça, parce que l'aluminium est recyclable à 100%, et l'énergie qui est utilisée pour le recycler est 5% de l'énergie qu'il faut pour l'extraire du sol. Vous savez que la production d'aluminium consomme énormément d'électricité parce qu'avec la bauxite, on fait l'aluminium. Mais une fois que l'aluminium est fait, il est recyclable à 100% pour longtemps. Donc le recyclage, ça veut dire inventer des nouveaux produits. Inventer des nouveaux produits qui seront, à l'exemple de la nature, capables d'être complètement démontés, transformés, pour revenir dans le circuit. Dans ces conditions-là, on pourra... Il y a une chose qu'on ne sait pas recycler. Nous ne savons pas recycler le gaz carbonique qui s'accumule dans l'atmosphère.
voyez, là, l'air qu'il y a ici, là, dans cet amphithéâtre, il y a 79% d'azote. Aucun intérêt. Il y a 20% d'oxygène, heureusement. C'est ce que l'on respire, c'est ce qui nous fait vivre. Il y a 0,04% de gaz carbonique. 0,0. Le gaz carbonique dont on parle beaucoup, ça s'est un peu épuisé en bouche, si vous voulez, mais c'est un gaz d'une grande puissance. On est passé de 0,03% avant l'ère industrielle à 0,04%. Vous voyez ce petit pourcentage-là, c'est pour bien illustrer que le gaz carbonique, il est super efficace comme gaz à effet de serre, et on a toujours pensé qu'on pouvait envoyer tout ça dans l'atmosphère, que ça partait dans le cosmos. Non, ça reste près de la Terre, c'est bloqué dans l'atmosphère. Vous partez du centre de rotation de la Terre, vous faites 6500 km, vous arrivez dans l'amphi, là, chez Accor. Vous avez fait 6500 km. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'atmosphère. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'atmosphère. Et là-dedans, le gaz carbonique, c'est 0,04%. Vous voyez la puissance à effet de serre de ce gaz. C'est un gaz extrêmement puissant. Il y en a d'autres. Il y a le méthane, il y en a d'autres. Mais ça vous donne une idée, si vous voulez, que c'est pas bénin. Et donc la Terre, comme je le disais tout à l'heure, elle a pris 1 degré en un siècle. Personne n'est capable de percevoir une température moyenne de 1 degré en un siècle. Ce n'est pas un sujet de conversation populaire, c'est une réalité, c'est une mesure qui a été faite pendant un siècle par des thermomètres installés un petit peu partout sur la planète. Quand 2 personnes, au mois de juin, vont acheter la baguette de pain, « Salut, ça va ? T'as vu le temps qu'il fait ?» Les 2 mamelles de la conversation populaire, la santé et le temps qu'il fait. Il fait froid au mois de juin, l'autre dit à l'autre, « Tu crois au changement climatique ? En juillet, on se caille. » Ben oui, peut-être que tu as raison. Non, ça ne se perçoit pas, vous avez compris. Personne n'est capable de percevoir une élévation de la température de 1 degré en un siècle. La Terre, elle a 38, 39, vous voyez ce que c'est. C'est la même chose. Une personne de 60 kilos, c'est un poids moyen, est composée à 50 kilos de flotte. En effet, 60 kilos, 50 kilos d'eau. Pour réchauffer de 1 degré 50 kilos d'eau, c'est-à-dire passer de 37 à 38, il faut une grosse quantité de chaleur. Eh bien, la Terre, elle en est là aujourd'hui, donc il est temps d'arrêter. Alors, seule la nature est capable de recycler le CO2. Il n'y a que le pigment de chlorophylle qui est capable de le faire. Donc, il faut multiplier, comme c'est écrit, la réhabilitation des sols, l'agroforesterie, toutes ces choses-là, effectivement, comme vous l'avez mentionné, j'en ai parlé dans ce livre aux arbres citoyens, mais il n'y a que la nature qui peut le faire, donc il faut multiplier. Et puis, il faut aller voir ailleurs où ça se passe. Moi, je suis en transition entre les réalités, la pédagogie et le terrain. Moi, j'aime aller sur le terrain, voir ce qui se passe. Donc, vous avez le verre, comme je vous ai montré, qui absorbe le CO2, mais l'océan. L'océan est un gros absorbeur de gaz carbonique. Et cet océan que vous avez là, autour de l'Antarctique, c'est l'océan austral qui est un acteur majeur du climat. Parce que le CO2 se dissout dans les eaux froides. Plus les eaux sont froides, plus le CO2 se dissout. Donc cet océan, il est méconnu, il est loin, il n'y a pas beaucoup de campagnes qui vont dessus. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Et donc, l'équation, c'était quel type de bateau. Il est très peu fréquenté, cet océan, à part les marins du Vendée Globe qui y vont tous les 4 ans, les fameux 40e, 50e hurlants. Donc, quel type de vaisseau on peut construire pour aller sur cet océan de tempête ? Eh bien, nous allons faire le Polarpod. Vous voyez le niveau de la mer, vous voyez où c'est le niveau de la mer, là ? Bon, il y a 80 mètres sous l'eau. À 80 mètres sous l'eau, vous êtes pris dans des eaux stables. Et à la surface, on a un treillis. C'est bien que l'eau va nous passer à travers. Il y aura 8 personnes à bord, 3 marins, 4 ingénieurs scientifiques et un observateur. On est comme la Station spatiale internationale. Il y a beaucoup de capteurs. Aujourd'hui, il y a 43 institutions de 12 pays sur ce projet. Donc, il y a beaucoup de monde et quelques ingénieurs pour le faire marcher. Voilà, Polarpod, ça s'appelle. Polarpod, pod comme plateforme océanographique dérivante. Et aux États-Unis, ils l'appellent le POD, Polar Ocean Data. Ça veut dire qu'on est une plateforme d'acquisition de données sur cet océan. Climat, comme je vous l'ai dit, c'est sa capacité à absorber le gaz carbonique. Biodiversité marine, à 80 mètres sous l'eau, on a le silence. Et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces, et en écoutant, tiens une baleine bleue, tiens un orque, tiens du krill, tiens voilà. Donc on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Dans ce projet Polarpod, c'est un projet très climat, biodiversité, puis d'autres commandes des agences spatiales, et on va bien sûr faire des analyses d'eau. On va faire le tour de l'Antarctique, ça va durer 2 ans, on est entraîné par le courant, c'est un véhicule autonome, on est autonome à l'électricité parce qu'on fait de l'électricité avec le vent, et c'est le courant qui nous amène, on dérive avec le courant, ça va durer 2 ans,
avec une relève d'équipage tous les 2 mois. Un problème qui touche l'Antarctique, ça c'est l'océan autour de l'Antarctique. L'autre gros problème, c'est aujourd'hui la perte de glace massive de l'Antarctique qui amène de l'eau à l'océan, qui fait monter le niveau. La température augmente et le niveau de la mer augmente. Donc ça se passe comme ça. L'eau chaude vient éroder ces plateformes de glaciaires et ça vous a régulièrement un immense iceberg parti de la taille de la Corse. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'iceberg en Corse, mais c'est toujours de la taille de la Corse. Ça veut dire que c'est très grand et très important. Perte massive de glace. Les zones qui sont rouges sont des zones où il y a une perte massive, rapide. C'est là que nous allons aller. Nous allons monitorer l'ensemble des glaciers autour de l'Antarctique, monitorer en sismique et en son pour suivre cette évolution rapide, cette perte rapide de glace. On a besoin de savoir. Et nous allons y aller, ça va s'appeler Antarctic Ice Watch. Nous allons y aller avec le petit bateau qui est en bas. Ça s'appelle l'Astrolabe. Nous allons réarmer l'Astrolabe, qui était le vieux marin. L'Astrolabe, c'était le bateau de la Pérouse, le bateau de Dumont-d'Urville, et le bateau qui a ravitaillé les campagnes polaires françaises pendant 30 ans. Voilà, c'est ça. Nous avons besoin de ce navire pour aller au plus près de l'Antarctique, pour mettre les capteurs sismiques, les capteurs thermiques. Voilà, donc nous avons ces 2 programmes-là qui sont unis, PolarPod et Antarctic Ice Watch. Ils sont unis tous les 2, c'est notre prochain programme. Et une chose importante, à la fois les 2 s'inscrivent, si vous voulez, dans les programmes des Nations Unies. Les Nations Unies ont décrété que la décennie qui arrive sera la décennie des sciences de l'océan. On a beaucoup investi et on continue pour l'espace, on manque d'investissement pour l'océan, et donc ces 2 projets-là seront inscrits aux Nations Unies. Donc, pour terminer, atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est énorme. Hein. J'ai mis l'équation du siècle. J'aime pas la notion de l'affaire du siècle. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça quand vous savez que 80% de l'énergie à l'échelle de la planète vient encore des fossiles. Il n'y a pas on et off. Donc ça va demander une transition extrêmement active. Je suis complètement d'accord avec vous avec ce titre-là. Il faut être activiste, il faut y aller. Il y a des choses qu'on pense que ça ne va pas être possible. Quand on a dit on va arrêter de fumer dans les cafés, dans les bars, on dit attends, c'est le bordel. Vous voyez, après le café, la clope, c'était un truc, mais ça se passe bien et tout le monde est content. Donc il y a des choses qu'on pense qui sont complètement impossibles, ce n'est pas vrai. Il faut s'y atteler. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. C'est la seule façon d'y arriver. Il n'y a pas de programme global, énorme. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a une zone d'influence professionnelle, personnelle, familiale, industrielle. Soyez actifs sur votre zone d'influence. Merci.